Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur cette deuxième interview de Jean Bricmont. La première interview était consacrée aux questions fondamentales qui sont soulevées par la mécanique quantique. Et dans cette deuxième interview, on va parler de la non-localité et donc aussi du prix Nobel 2022 dont vous avez certainement entendu parler. Jean va nous expliquer en quoi consiste la découverte qui a valu le prix Nobel, notamment à Alain Aspect, mais pas seulement à lui. Et pour rappel, j'avais déjà présenté Jean dans la première vidéo, mais donc Jean Bricmont est professeur émérite de physique théorique à l'Université de Louvain. Il est l'auteur de 2 livres sur la mécanique quantique. Le premier est un livre assez technique qui s'appelle Making Sense of Quantum Mechanics. Et le deuxième est un livre, cette fois-ci en français, qui est un livre nettement plus grand public, qui est en fait une version vulgarisée du livre que je viens de vous présenter, c'est-à-dire du livre plus académique, on va dire. Voilà. Euh, bon, sur ce, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Donc, je vais tout de suite du coup, bonjour Jean. Enfin, je t'ai pas salué à l'écran, Bonjour. mais Pardon. du coup, je vais commencer tout de suite par une première question. Donc, ma première question, c'est qu'est-ce que le prix Nobel 2022 de physique récompense? Ouais. Quelles sont les découvertes en fait qu'il y a derrière ce prix Nobel? Voilà, je te laisse expliquer. OK, merci. Alors, voilà. On voit bien l'écran maintenant. C'est parfait, ouais. Je vais mettre en mode plein écran. Voilà. Comme ça, c'est bien, hein? C'est parfait, ouais. Alors, en 2022, donc l'an passé, les prix Nobel ont été attribués à un Américain, John Clauser, un Français, Alain Aspect, et un Autrichien, Anton Zeilinger, pour avoir vérifié avec différents degrés de précision la violation des inégalités de Bell. Bon, ça s'est fait évidemment dans le temps et je ne vais pas rentrer dans les détails de qui a fait quoi, mais évidemment, c'est Bell qui a introduit cette idée qu'il y avait certaines inégalités qui devaient être vraies, mais qui devraient vraies sous certaines hypothèses naturelles et qui sont violées par les prédictions quantiques. Et ces physiciens expérimentateurs ont vérifié cette violation. Mais évidemment, ce qu'elle signifie est sujet à controverse et je vais essayer d'expliquer en tout cas ce qui me semble être le sens de cette violation. Et aussi, je le soulignerai, c'est aussi comme ça que Bell voyait les choses. Mais pour commencer, je dois introduire la notion de variable cachée parce que on dit souvent que cette violation montre qu'on ne peut pas introduire de variable cachée en mécanique quantique ou de variable cachée locale, ce qui à mon avis est une erreur, mais il faut d'abord savoir de quoi on parle. Et j'appelle variable, le terme variable cachée désigne toute variable, toute propriété qui décrirait le système au-delà de la fonction, au-delà, en plus que la fonction d'onde. Donc vous avez la fonction d'onde. Pour les spécialistes, je ne fais pas de distinction entre fonction d'onde et état quantique. Je sais que ce n'est pas la même chose, mais je vais continuer à parler de fonction d'onde. Et le chat de Schrödinger, par exemple, montre que le monde est rempli de variables cachées parce que le fait que le chat soit vivant ou mort, quand on ne regarde pas, on ne fait pas de réduction, donc sa fonction d'onde est une somme, une superposition du chat vivant et du chat mort. Moi, évidemment, je pense que le chat est vivant ou mort, et le fait qu'il soit vivant ou mort est une caractéristique qui n'est pas comprise dans la fonction d'onde, puisque la fonction d'onde dit simplement c'est une somme des deux. C'est comme si vous disiez c'est une probabilité 1,5 d'être mort ou vivant, mais le fait qu'il soit mort ou vivant est plus précis que la simple probabilité. Et en fait, c'est à ces variables cachées, dites cachées, qu'on a accès dans la vie de tous les jours, parce que les appareils de mesure qui ont qui ont des résultats bien définis, on voit un chiffre sur l'écran, etc. Si on suit la logique quantique, ils doivent être aussi tout le temps dans des états superposés. Et le terme variable cachée est simplement une erreur historique complète. Mais évidemment, la question qui est un peu plus moins triviale que l'histoire du chat, c'est de se demander si on pourrait avoir des variables cachées au niveau microscopique. La façon la plus simple d'illustrer cette idée consiste à interpréter statistiquement la fonction d'onde. Alors, je vais expliquer ça et je pense que cette interprétation est à la fois naturelle, elle est probablement dans la tête d'un certain nombre de gens qui ont écouté la première vidéo, elle est sûrement dans la tête de la plupart des physiciens, et donc je vais l'expliquer, puis j'expliquerai le problème qu'il y a.
Si on a un grand nombre d'électrons, vous avez 1 million d'électrons, ils ont tous la même fonction d'onde, et vous avez une quantité physique A, par exemple l'énergie ou le moment angulaire ou que sais-je, le spin, que l'on peut mesurer pour chacun de ces électrons. Pour revenir à l'interview précédente, si la quantité a des valeurs A1, A2, AN, mettons compté en électron-volt ou peu importe si c'est de l'énergie, avec des probabilités P1 jusqu'à Pn, alors l'interprétation statistique de psi dit simplement qu'une fraction P1 de ce million d'électrons prendra la valeur A1 pour la quantité à mesurer A, une fraction P2 prendra la valeur A2, etc., jusqu'à AN et Pn. Donc il y aura une fraction, si vous voulez, c'est comme si vous aviez un grand nombre de dés, et vous avez, voilà, si vous dites qu'il y a une probabilité 1/6 d'avoir de chaque face, et vous avez 1/6 où la face du haut c'est le 1, 1/6 c'est la face 2, etc. Et ce sont des fractions, donc, si vous voulez, qui seraient prédites par les probabilités. Et C'est si on mesure une autre quantité B qui peut prendre des valeurs dont le nombre maintenant est B1 jusqu'à Bm, pas nécessairement le même que pour A, avec des probabilités que je note Q1, Q2 jusqu'à Qm, alors on dira une fraction Q1 de cet ensemble d'électrons prend la valeur B1 pour la quantité mesurée B, Q2 pour B2, etc. D'accord? Et dans cette interprétation, une mesure révèle simplement une propriété de l'objet mesuré, propriété qu'il possède avant la mesure. C'est-à-dire que, contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, si vous prenez cette interprétation, et je pense que dans les commentaires, des gens allaient dans cette interprétation, vers cette interprétation, ben, il n'y a pas de problème. C'est évident que si je ne mesure pas pour un électron particulier quelle est la valeur de, mettons, de son énergie, je ne la connais pas, mais il a une valeur de l'énergie et le groupe d'électrons ont tous une valeur, ils ont tous une énergie, mais évidemment, les énergies sont différentes, même s'ils ont la même fonction d'onde, parce que la fonction d'onde détermine simplement une distribution statistique d'électrons avec différentes énergies. Et si cette interprétation était défendable, alors il n'y a aucun problème avec la mécanique quantique. Parce que j'ai dit la fois passée que le problème de la mécanique quantique, c'est qu'elle se limite à prédire des résultats de mesures en laboratoire. Mais si vous pensez que ces mesures en laboratoire ne font jamais que révéler les propriétés que les particules ont en dehors du laboratoire, alors quand j'avais pris l'exemple d'un électron dans la nature et je dis qu'est-ce que la fonction d'onde veut dire, la fonction d'onde veut dire que bon, il a toutes sortes de propriétés et la fonction d'onde ne décrit pas entièrement ces propriétés, de même que si je donne une probabilité 1/6 à chaque face d'un dé avant qu'il tombe, eh bien, ça ne décrit pas entièrement les propriétés du dé, mais s'il est tombé, il laisse tomber sur une face que je la connaisse ou pas. Et donc, ces valeurs, évidemment, sont des exemples, par définition, de ce qu'on appelle des variables cachées, et ce sont des variables cachées au niveau microscopique. Et si cette interprétation était défendable, il n'y aurait pas de problème avec la réduction de la fonction d'onde. Comme celle-ci, la fonction d'onde, a dans cette interprétation un sens purement statistique, il est normal de changer la distribution de probabilité lorsqu'on découvre une propriété du système, et donc, dans ce cas-ci, de changer la fonction d'onde. Donc, j'apprends plus sur le système, je change la probabilité. C'est comme ça tout le temps. Chaque fois qu'on apprend, la probabilité est reliée en partie à notre connaissance, en partie à notre ignorance. Quand on apprend quelque chose sur un objet sur lequel on donne une probabilité, on change la probabilité. Et si vous voyez que le dé est tombé sur la face 6, toutes les autres faces ont une probabilité 0 et la face 6 a une probabilité 1. Voilà. Et donc, ça c'est un exemple élémentaire, mais vous avez ça dans toutes les applications des probabilités. Vous changez la probabilité quand vous apprenez quelque chose sur le système, et donc vous changez la fonction d'onde. Vous partez de la fonction d'onde psi, et si vous voyez le résultat A1, alors vous changez la fonction d'onde à ce que j'appelais psi1, et si c'est A2, c'est psi2, etc. Il y a des fonctions d'onde bien définies qui sont associées aux différentes valeurs que l'on peut mesurer. Donc, je pense effectivement que la plupart des physiciens adoptent implicitement cette interprétation s'ils ne se posent pas de questions. Donc, pour essayer de résumer, juste vérifier si j'ai bien compris ce que tu as expliqué. Donc, ce que tu viens de présenter, c'est ce que tu appelles dans ton livre l'interprétation statistique naïve. Tu Oui, penses, ton hypothèse, enfin, l'impression que tu as, c'est qu'en fait, beaucoup de physiciens ont ça en tête en mécanique quantique, tout en rejetant en fait la notion de variable cachée, ce qui est du coup paradoxal, parce que cette interprétation statistique naïve, elle consiste en fait à attribuer des propriétés aux particules en dehors des mesures, oui. propriétés qui sont pas, décrites en fait par la fonction d'onde, ou alors qui sont décrites seulement de façon probabiliste, quoi. C'est ça. La fonction d'onde n'attribue pas une valeur particulière
aux particules, simplement, elle attribue une distribution de probabilité sur un grand ensemble de particules. Et il y a des gens qui ont défendu ça explicitement. Et je pense qu'Einstein pensait en ces termes. J'en suis pas sûr, on ne peut pas lui demander maintenant. Mais... Et alors, évidemment, par exemple, un grand nombre de discours sur la fonction d'onde, on dit que la fonction d'onde représente l'information qu'on a sur le système. Ouais. Mais ça, c'est exactement ce que je suis en train de dire. L'information qu'on a sur le système, c'est qu'on sait qu'avec probabilité P1, il peut avoir valeur à 1, P2, valeur à 2, etc. Et donc, en fait, ces gens réfléchissent en termes de variables cachées, mais ils n'aiment pas le mot parce qu'ils pensent que si on introduit des variables cachées, ce sont nécessairement des quantités qu'on peut manipuler. Mais ici, je ne parle pas de les manipuler, ou je parle simplement qu'elles existent et que la compréhension de la mécanique quantique est en fait très simple. On découvre les propriétés préexistantes du système quand on fait une mesure, et donc il n'y a pas de mystère. Donc, Malheureusement, selon l'interprétation statistique naïve, ce que représente la fonction d'onde, c'est notre connaissance de l'état du système. oui, bien sûr, c'est ça, Et, comme une probabilité classique. et donc, paradoxalement, c'est en accord avec les citations qu'on a vues, par exemple, de Bohr ou d'Heisenberg dans l'interview précédente, qui disaient que l'objet de la mécanique quantique, ce n'était pas la nature, mais la connaissance qu'on a de la nature. Mais paradoxalement, c'est aussi des gens qui rejettent la notion de variable cachée. Oui, mais comme je dis, ils la rejettent parce qu'ils pensent que les variables cachées sont nécessairement des variables qu'on peut manipuler, mais ça, c'est pas nécessairement vrai. Je parle Ouais, ok. simplement d'ontologie ici. Mais c'est compliqué parce que, à cause du rôle essentiel de la mesure en mécanique quantique, tout le monde n'a pas cette interprétation statistique naïve. Beaucoup de gens vont dire non, non, on ne peut pas penser que les variables, les propriétés existent indépendamment des appareils de mesure et tout ça. Non, non, c'est assez compliqué. Mais cette interprétation, si elle était valide, réglerait le problème. Tout ce que j'ai raconté dans l'autre vidéo était, on peut mettre à la poubelle. Ouais. Mais il existe des théorèmes sur les variables cachées, ou plutôt contre la possibilité d'introduction de variables cachées, qui disent que, en fait, on ne peut pas penser de façon cohérente qu'un électron a toutes les propriétés qu'on peut mesurer à un moment donné. Et donc, la conclusion de ces théorèmes, c'est que des appareils de mesure ne peuvent pas jouer un rôle passif, consistant à révéler une propriété préexistante. Ils doivent nécessairement jouer un rôle actif. Donc, si j'ai cette table ici devant moi, par exemple, si je mesure sa longueur, je pense qu'elle a une longueur avant que je ne la mesure. Le fait de la mesurer ne va pas créer la longueur, et la largeur, la hauteur, etc., le poids. Bon. Si je prends ma température, bon, il y a un léger effet du thermomètre qui est plus froid que ma bouche, mais sinon, il prend essentiellement la température dans ma bouche. C'est un vieux thermomètre qu'on met dans la bouche. Bon. Et donc, je dis l'appareil de mesure joue nécessairement un rôle actif, mais lequel? Et ça, évidemment, comme je l'ai dit, dans la mécanique quantique ordinaire, c'est un Deus ex machina. Et juste pour préciser une chose par rapport au théorème que tu viens de mentionner, il y en a un qui est assez célèbre, c'est celui de von Neumann. Je pense qu'il est assez populaire. Et donc, l'interprétation qui est faite de ce théorème, généralement, c'est qu'il interdirait l'introduction de toute variable cachée, quelle que soit la variable en question. Et là, c'est pas ça, enfin, c'est pas ce théorème-là Oui. auquel tu fais référence. Oui, le théorème de von Neumann a été pris comme une écriture, comme la Bible, si on veut, par toute une série de physiciens, mais en fait, John Bell a expliqué pourquoi ce théorème faisait des hypothèses tout à fait arbitraires et n'était pas valide. Mais dans les années 60, deux mathématiciens, Cocken et Specker, et un physicien, Bell, ont démontré, et ce n'est pas le théorème de Bell dont on va parler à propos du prix Nobel, ont démontré sous des hypothèses tout à fait raisonnables que ce que je suis en train de dire. Ok. Et donc, il faut souligner que ces théorèmes n'excluent pas, et ça c'est ce que tu dis, la possibilité d'introduire des variables cachées pour certaines quantités physiques, et en fait, on va le voir dans l'exposé suivant, on peut le faire. Mais on ne peut pas le faire simultanément pour toutes les quantités physiques que l'on peut mesurer. Donc, on ne peut pas penser de façon consistante que l'électron a toutes les propriétés qu'on peut mesurer à un moment donné. Alors, maintenant, je vais peut-être passer à la non-localité, parce qu'ici, ça n'a rien à voir avec la non-localité. La phrase la plus souvent citée d'Einstein, sans doute Dieu ne joue pas au dé, voulant dire qu'il rejetait le caractère non indéterministe de la mécanique quantique. Mais le vrai souci d'Einstein était le caractère non local de la théorie quantique. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut établir en prenant ses lettres, en regardant ce qu'il a dit, etc. Et au congrès Solvay de 1927, donc la mécanique quantique s'est développée très vite à partir de la thèse de De Broglie en 24, en 25, il y a les travaux de Heisenberg, 26.
il y a une explosion de travaux. Et en 27, tout ce beau monde se rencontre à Bruxelles pour un congrès Solvay, donc créé par un industriel belge qui s'appelait Solvay. Et c'est un congrès assez célèbre, et c'est là que se cristallise, si on veut, l'interprétation dite de Copenhague, on pourrait l'appeler de Bruxelles, mais comme je ne l'aime pas, je préfère l'appeler de Copenhague, de la mécanique quantique. Et c'était de Copenhague parce qu'elle était inspirée par Bohr, qui était danois et qui travaillait à Copenhague. Et à ce congrès, Einstein soulève l'objection suivante, il montre cette image, vous avez un trou, donc les particules sont envoyées, passent par ce trou et sont diffractées dans différentes directions. Et les particules sont détectées quelque part sur ce demi-cercle, qui est en fait une demi-sphère si on est en 3 dimensions. Alors, si on décrit la particule uniquement par l'onde, ben, l'onde se propage, elle est continue, exactement comme dans l'histoire des 2 trous, l'onde se propage dans tout l'espace, si on veut. Si l'onde, alors, mais par contre, quand on détecte la particule, ça va faire clic ici, ou ça va... T'es revenu à la diapo d'avant, c'est bon. Non, c'est bon, ouais, là. Il va cliquer là, il va cliquer là, il va cliquer quelque part à un endroit précis. Et à ce moment-là, l'onde se condense théoriquement en un point. C'est pas très bien défini mathématiquement, mais disons, l'idée c'est que l'onde devient subitement zéro partout, sauf là où on détecte la particule. Et alors, ce que dit Einstein, si l'onde est vraiment une onde physique, comme une onde sonore ou électromagnétique, alors cette condensation en un point est une action à distance à propos de l'onde, puisque subitement, instantanément, vous la détectez ici et partout ailleurs, l'onde subitement saute à la valeur zéro. Et donc, cette réduction du paquet d'ondes est, si c'est physique, non locale et instantanée, parce que vous pouvez être, en principe, évidemment, ce demi-disque, ce demi-sphère peut être très grande, ça peut être très loin, etc. Et la fonction d'onde s'annule partout subitement parce qu'on détecte la particule en un point. Ou bien, Einstein est très clair, il dit c'est l'un ou l'autre, ou bien la particule est toujours localisée quelque part et sa description par la fonction d'onde n'est pas complète. C'est-à-dire, il pense, ce que moi je pense et qu'on va discuter la fois prochaine, c'est qu'en fait la particule se déplace suivant une trajectoire et elle est là, et l'onde représente une probabilité de présence de la particule, mais la particule se trouve quelque part. D'ailleurs, il mentionne De Broglie quand il parle de ça, dans la citation. Oui, bien sûr, il dit De Broglie cherche dans cette direction, et c'est très intéressant de voir que Bohr dit, je ne sais pas exactement ce qu'Einstein veut dire. Ouais. Ça, c'est intéressant. Alors, pour Donc, préciser la notion d'action à distance, alors j'utilise le mot non-localité et action à distance de façon interchangeable. peut-être Le pour monde est non conclure, local s'il existe des actions à distance. pardon, en fait, ouais, je voulais pas t'interrompre, mais je voulais peut-être pour conclure, en fait, ce qui apparaît à la fin de la diapo précédente, c'est ce qui est connu sous le nom de dilemme EPR. C'est ça? Donc, Ça, soit on n'est pas encore là. tu l'as pas encore mentionné, mais l'expérience qui est présentée par Einstein pose déjà le dilemme, non? Attends, l'expérience présentée par... Non, la diapo précédente, tu sais, l'expérience avec la diffraction et la mesure de l'onde sur Oui, ça c'est vrai, il y a la déjà ce paroi dilemme. circulaire. Parce que du coup, Ou bien soit la c'est une mécanique quantique, description. la description par l'onde n'est pas complète parce Ouais, que la particule est quelque part, ou bien ouais, l'onde est réellement physiquement tout ce que la particule est, si on veut, ce nuage d'onde, et il se condense en un point, et cette condensation est non locale. ouais. Donc ça, c'est déjà le dilemme d'Einstein, d'une certaine façon, ou bien la mécanique quantique n'est pas complète, ou bien euh, il y a... et donc, évidemment, s'il y avait des particules, si la particule avait une position, ce serait une variable cachée, parce que ça décrirait la particule plus précisément que ne le fait l'onde. Merci. Ouais. Alors, toutes ces actions agissent, bon, toutes les actions qu'on connaît agissent d'un point A à un point B, auquel nous sommes habitués, se propagent de proche en proche. Si je pousse sur la table, par exemple, elle va se déplacer, mais évidemment, il y aura une pression de l'autre côté de la table, mais évidemment, elle se propage de proche en proche à travers la table. Et c'est la même chose pour la voix, les ondes électromagnétiques, etc. Bon, alors il faut aussi distinguer des actions et des simples corrélations. Parce que si je t'envoie un message par ce que je suis en train de faire, alors évidemment, ton état physique change parce que ton tympan entend le son de ma voix et donc il y a quelque chose de physique qui se passe chez toi. Et donc, c'est pas simplement une corrélation. Une corrélation, l'exemple d'une corrélation à distance, l'exemple classique, si on prend une photo, on la coupe en deux,
on met une photo, une moitié dans une enveloppe, une moitié dans l'autre, on envoie une enveloppe à New York, une autre à Tokyo, si on est en France, et les personnes qui sont là, si une personne ouvre une enveloppe, il ou elle sait automatiquement ce que l'autre personne de l'autre côté a comme moitié de photos. Parce que les photos, les deux moitiés sont corrélées, puisque c'est des moitiés de photos d'une personne. Mais cette corrélation n'implique aucune action. Il n'y a pas d'action à distance. Le fait d'ouvrir une enveloppe ne change rien à l'état physique de l'autre côté. Mais ici, quand j'envoie des signaux, quand je parle, etc., tout ça, évidemment, affecte le système de l'autre côté. La seule exception qu'on connaissait en physique avant la mécanique quantique, c'est la force de gravitation de Newton. Alors, je ne vais pas m'apesantir, si on peut utiliser ce terme, là-dessus, mais la force de gravitation, elle a cette propriété qu'elle dépend, la force de gravitation sur un corps dépend de la distribution des masses dans tout l'univers, et cela instantanément. Donc, si je bouge mon bras, j'affecte la distribution de masse dans l'univers, puisqu'il y avait un bras ici, maintenant le bras est là, et ça change, ça affecte la force de gravitation qui agit sur l'ensemble des planètes, l'ensemble des étoiles, etc., etc. Bien sûr, de façon tellement minuscule que ça ne vaut pas la peine d'en parler. Mais si on se pose la question du principe, alors dans la mécanique de Newton, il y a une forme d'action à distance, c'est-à-dire qu'en bougeant mon bras, j'affecte en principe tous les corps dans l'univers. Comme je dis, c'est tout à fait théorique, mais n'empêche, conceptuellement, ça dérangeait les gens, et c'est quelque chose que Newton n'aimait pas, et que beaucoup de gens n'aiment pas, parce que l'idée d'action à distance est contre-intuitive. Mais alors, la physique post-newtonienne a cherché à éliminer cette non-localité, cette action à distance. L'électromagnétisme se propage de proche en proche. Dans la relativité générale, c'est pas tout à fait aussi clair, mais il n'y a pas d'action à distance. Et donc, Einstein est évidemment tout à fait opposé à cette idée d'action à distance. Et on a, d'une certaine façon, essayé le seul exemple qu'on avait, on a voulu l'éliminer, mais il est revenu, il était chassé par la porte, mais il revient par la fenêtre à travers la mécanique quantique, et qu'on va le voir avec une vengeance. Alors, en 1935, Einstein, Podolsky et Rosen écrivent un article qui était inspiré par Einstein en réalité, mais bon, peu importe, où ils donnent un argument pour montrer que la mécanique quantique, encore une fois, montrer, mais alors là, vraiment, de façon irréfutable, que la mécanique quantique est incomplète. Enfin, qui pensait être irréfutable. Et alors, je vais l'expliquer d'une façon anthropomorphique d'abord, et puis je vais passer à l'expérience physique réelle. Vous avez deux personnes, Alice et Bob, qui sont dans une pièce, et ils peuvent se parler, se mettre d'accord sur tout ce qu'ils veulent. Et puis, ils vont vers des portes éloignées l'une de l'autre, et on leur pose une question. En réalité, on leur donne juste un nombre, 1, 2, 3, et ils doivent dire oui ou non. C'est complètement idiot comme jeu, mais on imagine qu'ils refont ça, ils ne sont pas vite fatigués, ils font ça 1 million de fois. Chaque fois, ils se retrouvent à deux dans la pièce, et puis ils vont vers les portes, et puis, évidemment, avec des particules, on peut le faire avec des gens, on aurait vite marre, mais c'est plus facile d'expliquer ça de façon anthropomorphique. Et les questions varient, donc une fois c'est 1, 2, 3, etc. Mais quand les questions sont les mêmes des deux côtés, donc elles varient, mais de temps en temps, c'est chaque fois la question 1 des deux côtés ou 2 des deux côtés, etc. Les réponses sont les mêmes. Donc si c'est 2, Alice répond oui, alors Bob répond oui aussi, et si c'est 3 des deux côtés, ils vont répondre oui ou non, mais c'est chaque fois la même chose. Elles sont coordonnées, d'accord? Alors, la question, c'est de nouveau, c'est un peu comme avec l'histoire que j'avais posée, comme tu dis, avec la demi-sphère là, sur laquelle les particules ont un impact. Mais ici, c'est un peu plus net, c'est-à-dire, on dit ou bien Alice et Bob se mettent à l'avance, se mettent d'accord quand ils sont ensemble dans la pièce sur les réponses à donner. Donc, ils disent, si on a question 1, on est d'accord, on dit tous les deux oui. Si c'est 2, on dit tous les deux non. Si c'est 3, on dit tous les deux oui ou non, peu importe. Mais on fixe une stratégie, et comme ça, évidemment, il n'y a pas de mystère. Ils vont donner les réponses parfaitement coordonnées. Ou bien, ils communiquent entre eux, c'est-à-dire que Bob reçoit la question 1, il répond oui, il téléphone à Alice, il dit j'ai eu la question 1, j'ai répondu oui. Alors Alice, si elle a la question 1, répond oui. Et si elle a la question 2 ou 3, elle répond ce qu'elle veut, ça n'a pas d'importance. Enfin, pour ce qui nous concerne ici. Et comme ça, évidemment, les réponses sont coordonnées. Mais moi, je prétends qu'il n'y a pas de troisième voie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de troisième possibilité au-delà de
ces deux possibilités-là. Soit ils se mettent Si les d'accord à réponses sont l'avance, soit ils données, communiquent à si les distance. réponses sont données simultanément, alors la deuxième possibilité semble exclue, parce que tous les moyens de communication qu'on connaît, entre Alice et Bob, téléphone, signaux électromagnétiques, tout ce qu'on veut, se propagent à vitesse finie. Donc, il faudra un certain temps pour que Bob transmette à Alice la question qu'il a eue et la réponse qu'il a donnée. Mais si c'est instantané, si les réponses sont données instantanément au même endroit, enfin aux deux endroits différents, alors c'est impossible de communiquer. Et donc, nécessairement, ils se sont mis d'accord à l'avance. Ça va? Ouais, c'est clair. Alors, pour EPR, on les appelle EPR, bon, c'est pas les centrales que n'aime pas Madame Rousseau, mais ce raisonnement prouvait que la mécanique quantique était incomplète vu que les réponses fixées à l'avance sont en fait des variables cachées quand on considère la vraie expérience quantique. Pour expliquer la vraie expérience quantique, maintenant je vais passer à la vraie expérience quantique, Alice et Bob sont remplacés par une paire de particules dont on mesure le spin à chaque porte dans une direction qui peut varier. Alors ici, j'ai un exemple de mesure de spin d'un seul côté. Vous avez un émetteur d'électrons, d'atomes d'argent. Ici, vous avez un aimant. Et alors, ce qui se passe, c'est que classiquement, vous auriez l'impression que les électrons, vous en envoyez plusieurs, vous en envoyez un à un, mais vous en envoyez beaucoup. Et alors, il y aurait une distribution statistique qui serait la ligne bleue ici. Et en réalité, ce qu'on observe, c'est deux points ici et là. Et donc, évidemment, un électron va chaque fois arriver soit là, soit là. Mais quand on en envoie un grand nombre, on a un amoncellement d'électrons ici, un amoncellement d'électrons là. C'est un peu comme avec l'expérience des deux trous, si vous voulez, mais vous devez penser toujours qu'on envoie les électrons un à un. Et ça, c'est ce qui se passerait si on mesure le spin d'un côté. Avec Alice et Bob, il y a ce genre de détecteur, mais un de côté où était Alice et de l'autre côté où était Bob. Les questions 1, 2, 3 correspondent à différentes directions dans lesquelles on peut mesurer le spin, parce que cet objet-là, vous pouvez le tourner, et si vous le tournez, vous allez avoir les deux points, mais ils vont être tournés, donc vous pouvez avoir différentes directions dans lesquelles vous mesurez. Et dans l'exemple considéré par EPR, quand les directions dans lesquelles on mesure le spin sont les mêmes des deux côtés, les résultats sont toujours parfaitement corrélés. Les réponses oui-non dans la version anthropomorphique, donc avec Alice et Bob, correspondent aux résultats spin-up ou spin-down dans la version physique réelle. Donc, si vous avez cet appareil ici, quand vous mesurez dans la même direction, vous envoyez un atome ici, un atome là-bas, enfin, ce pas des atomes, mais qui sont dans un état qu'on va décrire à la fin de la vidéo corrélé, alors il va vers le haut, vers le bas, et s'il va vers le haut d'un côté, il va aller vers le bas de l'autre et vice-versa. Alors, on peut dire, c'est pas oui des deux côtés, c'est seulement une question de convention. Ces spins sont anticorrélés, c'est-à-dire si d'un côté il va vers le haut, de l'autre côté il va vers le bas et vice-versa. Mais peu importe soit corrélé ou anticorrélé, le fait qu'ils sont parfaitement corrélés et on peut dire que c'est oui des deux côtés ou non des deux côtés quand on mesure dans la même direction. Mais si on tourne l'appareil, qu'on regarde dans une direction du côté d'Alice et dans une autre direction du côté de Bob, alors c'est tout différent. D'accord? Juste pour résumer, tu me dis si mon résumé est correct. De la même façon que dans la version anthropomorphique, on avait Alice et Bob qui attendaient par exemple dans une salle qu'on vient de les chercher. Là, on a deux particules qui attendent d'être envoyées dans des directions opposées et elles sont envoyées vers deux appareils que tu as montré, les appareils de mesure de spin, C'est Stern-Gerlach. un galac, oui. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, de la même façon qu'on posait une question à Alice et une question à Bob, on va mesurer le spin de chaque particule selon une certaine direction. Et de la même façon Ouais. qu'il n'y avait que deux réponses possibles à chaque question, il n'y a que deux résultats possibles à la mesure de spin, soit le spin est up, soit le spin est down. Et quand on mesure le spin de la première particule dans la même direction que celui de la deuxième particule, ou inversement, enfin, quand on fait une mesure de spin dans la même direction quoi, des deux côtés, on observe toujours une anti-corrélation parfaite, mais bon, enfin, disons corrélation pour simplifier, mais c'est toujours parfaitement corrélé, quoi. C'est C'est ça. bien ça. Alors, le problème, bon, je vais venir à la formule mathématique plus tard, mais la valeur, pour ceux qui ne veulent éviter les mathématiques, on va décrire ça verbalement. La valeur de ces résultats spin-up ou spin-down n'est pas déterminée par la fonction d'onde des deux particules. La fonction d'onde est telle, on verra, elle garantit que les résultats seront corrélés,
mais ne dit absolument pas si ce sera up d'un côté ou down de l'autre côté, etc. C'est aléatoire. Et donc, Hmm. ces valeurs sont de nouveau ce qu'on appelle des variables cachées, parce que si on pense que ces valeurs sont prédéterminées, d'accord, alors il faudrait les inclure dans la description complète de ces deux particules, et cela signifie que la description quantique par la seule fonction d'onde est incomplète. Et donc, ouais, le dilemme qu'on retrouve par rapport à la version anthropomorphique, c'est que soit les particules possèdent déjà la valeur de spin de la même façon que Alice et Bob se sont mis d'accord sur les réponses à donner aux questions, soit en fait les particules agissent l'une sur l'autre à distance, elles se coordonnent à distance, ce qui du coup voudrait dire qu'il y a une action instantanée à distance. C'est pas que les particules agissent l'une sur l'autre, mais c'est que le fait de Oui, mesurer, d'avoir ouais, un appareil de mesure agissant sur a une un particule, effet a un effet sur l'autre sur l'autre particule particule, très ouais, loin. ouais. Et ça, c'est l'action à distance. Et comme Einstein, Podolsky et Rosen trouvaient que ça, c'était impensable, ils n'ont pas même formulé ça comme hypothèse, et c'était évident que le fait de faire une mesure ici n'allait pas affecter la particule là-bas. Ils ont dit, ben forcément, il y a ces valeurs prédéterminées, sinon il n'y a pas moyen d'expliquer les corrélations parfaites. Et je pense que le raisonnement était assez clair, il n'était pas parfaitement clair, mais il était clair. Et la raison, les gens ne l'ont pas compris parce que souvent les gens pensent que Bohr a réfuté EPR, mais si vous lisez la réponse de Bohr, elle est très confuse et dans les liens, on mettra des articles où sa réponse est analysée. Ce qui aurait pu être plus explicite, c'est l'hypothèse de la localité, mais dans l'article PR, mais ça leur paraît tellement évident qu'elle n'est pas hyper explicite, quoi. Non, ils ne la rendent pas explicite parce que pour eux, c'est évident qu'une action d'un côté ne va pas affecter l'autre côté. C'est tout, Hmm, c'est ça la localité. hmm. Instantanément, de nouveau, instantanément, à distance. Si c'est pas instantané, alors ça c'est autre chose, d'accord? Alors, ce que Bell a fait, c'est de regarder les corrélations prédites par la mécanique quantique et vérifiées par la suite par les trois prix Nobel entre les résultats quand on mesure le spin dans une direction du côté d'Alice et dans une autre direction du côté de Bob. Bien sûr, là, les résultats ne sont pas parfaitement corrélés, mais ils ont une certaine probabilité d'être identiques ou non, qui est prédite par la mécanique quantique. Et Bell montre, par un raisonnement mathématique élémentaire, mais trop long pour être, parce que je vais garder, ce sera dans les transparentes, dans les liens, que la Ouais. simple supposition que les résultats sont prédéterminés mène à une contradiction. Donc c'est un peu un théorème comme les théorèmes contre les variables cachées. Bell ne fait pas le raisonnement d'Einstein, il part, il dit supposons qu'il y ait ces variables cachées. Alors, quand on regarde les corrélations entre, quand on mesure dans des directions différentes, alors on arrive à une inégalité qui est violée par la mécanique quantique. Ouais. L'originalité de La Bell, c'est logique, le raisonnement mathématique élémentaire montre qu'il y a que ces corrélations doivent satisfaire une certaine inégalité et les prédictions quantiques violent cette inégalité. Et ça, c'est la violation des inégalités de Bell. donc si on introduit la variable cachée de spin pour les deux particules là, de la paire qu'on décrivait juste avant, il en Oui. découle une contrainte statistique qui n'est pas compatible avec les prédictions de la mécanique quantique. Donc il y a un conflit entre une théorie dans laquelle on introduit des variables cachées, enfin le spin en l'occurrence, pour expliquer les corrélations parfaites là, à distance. Il y a un conflit entre cette théorie-là et la mécanique quantique standard. Et donc la question, c'est pendant plusieurs années, décennies en fait, c'était de savoir qui avait raison, qui avait tort entre les deux. C'est bien ça? Oui, si on veut, mais je pense que les physiciens n'ont pas vraiment compris la profondeur du problème en général. Je Ouais. cite beaucoup de textes de physiciens qui n'ont pas trouvé que le fait que d'exclure ces variables cachées impliquait la non-localité. Parce qu'on va Hmm. y venir maintenant. Parce que je voulais revenir aux deux possibilités envisagées dans la discussion d'EPR. Soit Alice et Bob se mettent d'accord à l'avance sur les réponses à donner, donc soit il y a ces variables cachées, les particules emmènent avec elles des instructions disant comment réagir lors d'une mesure de spin dans différentes directions, soit Alice et Bob communiquent entre eux après avoir reçu ces questions. La première possibilité est exclue par le raisonnement de Bell. Donc on fait l'inverse d'un peu d'EPR. EPR disait, mais ça c'est absurde parce que c'est instantané, donc nécessairement ça c'est vrai. Bell dit, non, non, voyons si ceci est, supposons que ceci soit vrai. Alors j'en déduis une contradiction avec les prédictions quantiques, et par conséquent, on est forcé d'accepter la deuxième possibilité. Et ça c'est ce qu'EPR, à un moment donné, Bell dit, la conclusion, c'est celle qu'Einstein aurait aimé le moins parce qu'il ne voulait pas de cette non-localité, mais il faut être logique.
EPR supposait cela et en concluait ça. Bell ne suppose rien, il suppose ça et en déduit une contradiction. Donc, hop, c'est out. Donc, il ne reste que ça. Donc, ils communiquent entre eux après avoir reçu des questions. Mais si les mesures sont faites en même temps, et ça, c'est ce que Aspect a fait, il a montré que les mesures étaient, physiquement, jamais rien n'est simultané, mais se sont faites tellement vite, si on veut, tellement proches dans le temps qu'il ne pourrait pas y avoir un signal lumineux qui transmet d'un côté à l'autre. Donc maintenant que tu as expliqué le théorème de Bell, est-ce que tu pourrais expliquer le lien que le théorème de Bell entretient avec les expériences qui ont été récompensées par le prix Nobel de physique en 2022, donc celles de Aspect, Closer, enfin j'ai pas dit dans l'ordre, Closer, Aspect et Zeilinger. Oui. Mais c'est parce que Bell montre que si on suppose l'existence de ces variables cachées de spin, alors on peut déduire une inégalité qui vit entre des corrélations entre les mesures de spin dans des directions différentes, qui est violée par les prédictions quantiques. Et ce que les expérimentateurs ont fait, c'est vérifier ces prédictions quantiques, parce que bon, on pouvait avoir confiance dans la mécanique quantique, mais c'était tellement spectaculaire que ça vaut la peine d'être vérifié. Et alors, je dois dire aussi que je fais un exposé qui, à mon avis, est pédagogique, mais c'est pas la vraie expérience. La vraie expérience est faite avec des photons, et on parle de la polarisation et pas du spin, mais disons, la logique est la même. Et les expériences, évidemment, sont très délicates à faire, mais conceptuellement, la logique, c'est que Bell dit, si vous supposez ces variables que la localité nous impose, comme l'ont montré EPR, alors vous obtenez des prédictions sur des inégalités. Logiquement, vous devez avoir certaines inégalités qui sont violées par la mécanique quantique. D'accord. Et donc, si on revient aux deux possibilités envisagées dans la discussion d'EPR, soit Alice et Bob se mettent d'accord, soit ils communiquent entre eux. La première possibilité, Einstein, EPR disait ça, c'est impossible, si c'est instantané. Donc, ça, c'est vrai. Bell raisonne autrement. Il dit, supposons que ceci soit vrai, j'en déduis une contradiction. Donc, nécessairement, il doit y avoir des communications entre Alice et Bob. Mm. Mais que veut dire dans la situation physique réelle qu'Alice et Bob communiquent? Mais évidemment, les particules ne communiquent rien. Ce qui se passe, c'est que l'action sur une particule opérée par l'appareil de Stern-Gerlach qui mesure son spin affecte instantanément l'état physique de l'autre particule, et cela quelle que soit la distance entre les particules. Et c'est ça un exemple d'action à distance, et qu'Einstein mentionnait déjà en 1927, et que ces actions existent, c'est l'aspect le plus révolutionnaire de la mécanique quantique, beaucoup plus que tous les blablas sur la réalité qui n'existe pas ou qui disparaît et tout ça. Et donc l'action, elle est à distance, elle est aussi instantanée, parce que le dispositif expérimental qui a été fait par, je crois que c'est Aspect, puis peut-être Closer, pas Aspect, Closer, oui. Zeilinger, non? Ou je sais plus lequel, je crois qu'il y en a Zeilinger, un. c'est un peu différent, mais disons, prenons Aspect. C'est Aspect qui est. Ouais, Closer a vérifié cette violation, mais on pouvait dire qu'il y avait des trous dans le sens qu'il aurait pu y avoir une communication à une vitesse subliminale entre les deux, enfin, moins, plus basse que la vitesse de la lumière, entre les deux côtés de l'expérience, et Aspect a bouché ce trou en vérifiant que même si on communiquait à la vitesse de la lumière, le temps entre les deux expériences était trop court pour qu'on puisse envoyer un signal même à vitesse de la lumière d'accord. entre les deux côtés de C'est pour ça qu'on l'expérience. dit que c'est instantané, quoi. Théoriquement, c'est instantané, mais expérimentalement, tu ne peux jamais mesurer que quelque chose est Mm, réellement instantané. Tu peux juste mesurer que l'écart est tellement petit. Mais mm, maintenant, l'écart est, je crois qu'on vérifie des écarts du genre 50 000 fois la vitesse de la lumière. Donc, mm. ça va? D'accord. Alors, le résultat de Bell est très généralement incompris. La plupart des physiciens le voient comme un théorème de plus sur l'impossibilité d'introduire des variables cachées en mécanique quantique. Mais comme ils ont été entraînés à penser que des variables cachées, c'est un gros mot, etc., j'ai connu des tas de physiciens qui ne voyaient pas ce que Bell avait montré de spectaculaire. Et c'est vrai qu'il montre cela, il dit si vous supposez ces variables cachées, vous avez une contradiction. Mais c'est oublier l'argument de PR que Bell n'oubliait jamais, qu'il rappelait d'ailleurs, qui montre que soit ces variables existent, soit il existe des actions à distance dans la nature, ce que j'ai tenté d'expliquer quand j'ai expliqué EPR. Et c'est l'argument de Bell combiné à celui de PR qui prouve l'existence d'actions à distance. Donc si vous acceptez ce dilemme, vous dites il n'y a que ces deux possibilités-là, et que Bell montre que ça c'est faux, alors nécessairement ça est vrai.
C'est ça la logique. Mais il faut souligner que le résultat de Bell n'exclut pas la possibilité d'introduire la variable cachée pour certaines quantités physiques, mais uniquement pour les quantités que PR ont introduites, donc les valeurs de spin, pour sauver la localité. Et ça, évidemment, c'est l'exemple de la valeur du spin dans différentes directions. Alors, pour terminer, et ça c'est un bonus de la vidéo, si on peut dire, pour ceux que ça intéresse, voici la formule de l'état quantique de deux particules, donc de ces deux particules qui sont envoyées dans des directions différentes. C'est un état superposé, si on veut, c'est une somme de deux états. A, c'est la particule envoyée à Alice, B envoyée à celle de Bob. Et là, on a A qui a un spin-up, B qui a un spin-down, et bon, peu importe le signe moins, on rajoute A avec spin-down et B avec spin-up. Et cet état, interprété dans la mécanique quantique ordinaire, signifie que le spin mesuré par A dans n'importe quelle direction aura la même probabilité d'être up ou down, parce que ça peut être probabilité 1,5 d'être up, 1,5 d'être down. Donc les coefficients étant les mêmes, la probabilité de l'un ou de l'autre c'est 1,5, 1,5, mais il est parfaitement corrélé avec celui de Bob ou anticorrélé. Si le spin est up pour Alice, alors il sera down pour Bob et vice-versa. Et ça, c'est ce que cet état signifie. Et cet état a la propriété remarquable d'être le même, quelle que soit la direction dans laquelle on mesure le spin. Et c'est ça ce qui est spectaculaire dans cet état. Donc, quelle que soit la direction, vous aurez toujours, le résultat sera toujours que vous avez 1,5, 1,5, Alice et Bob, ça va être 1,5, 1,5, mais parfaitement corrélé ou anticorrélé. Du point de vue de la mécanique standard, quand Alice fait une mesure, il obtient le résultat, mettons, up, l'état quantique est réduit à ça. Ça, c'est la réduction de l'état. Vous mesurez, vous voyez up, alors l'état saute et il devient ça instantanément. Et ça, évidemment, une fois que c'est cet état-là, il n'y a plus que la possibilité que le spin soit down pour Bob, et donc il sera down. Et il se réduit à cet état-là si Alice fait une mesure, obtient le résultat down. Et donc le spin de Bob sera up. Cette réduction se fait instantanément et à distance, c'est-à-dire quelle que soit la séparation entre les particules. Et donc, d'un point de vue logique, on pourrait dire que la mécanique quantique ordinaire est déjà non locale. Et c'est bien sûr ce que pensait Einstein, c'est bien sûr ce qui embêtait Einstein. Mais les physiciens qui voient l'état, alors ça c'est là où on rentre dans la confusion maximale, les physiciens qui voient l'état quantique comme n'étant pas physique, mais consistant seulement en une information sur le système, un peu comme une probabilité n'est pas physique, c'est lié à notre ignorance, une information sur le système ne verront rien de réel ou de physique dans cette réduction. Ils diront, lorsqu'Alice fait une mesure qu'elle apprend quand elle voit son spin up, elle apprend la valeur du spin du côté de Bob qui va être down. Et cette valeur préexiste à toute mesure, nécessairement. Parce que s'il n'y a pas l'action à distance, Alice apprend que le spin est up. Elle sait automatiquement que si on mesure le spin de Bob, il sera down. Donc, elle est bien obligée de supposer que le spin de Bob, que Bob avait déjà cette instruction d'avoir le spin down. Ou bien alors, on a affecté l'état physique de Bob. Mais si on refuse l'action à distance, on est obligé de supposer ça. Et ça revient à introduire les variables cachées dont Bell montre qu'elles ne peuvent pas exister. Donc, il n'y a pas moyen d'échapper à la conclusion que le monde est non local. Finalement, je vais citer Bell pour montrer qu'il est parfaitement clair sur le fait que la violation de ces inégalités impliquait la non-localité ou l'action à distance. Ici, je le cite je dois le mettre sur deux transparentes, mais il dit, permettez-moi de résumer une fois de plus la logique qui conduit à l'impasse. L'impasse étant l'acception de la non-localité. Les corrélations dites EPR-B. Alors EPR, c'est EPR et Bohm, et c'est Bohm qui a reformulé l'argument d'EPR en termes de spin. EPR l'avait formulé d'autres façons, bon, mais la façon que j'utilise, c'est avec les spins. Sont telles que le résultat de l'expérience d'un côté prédit immédiatement celui de l'autre lorsque les analyseurs sont parallèles. Les analyseurs, c'est les directions dans lesquelles on mesure le spin. Mais si nous n'acceptons pas l'intervention d'un côté comme ayant une influence causale sur l'autre, nous semblons obligés, c'est un euphémisme, nous sommes obligés d'admettre que les résultats des deux côtés sont déterminés à l'avance, indépendamment de l'intervention de l'autre côté, par des signaux provenant de la source, donc les signaux, ce sont des particules qu'on envoie, et par la direction locale de l'aimant, c'est-à-dire la direction dans laquelle on mesure le spin. Mais cela a des implications pour les analyseurs non parallèles, c'est ce qu'il a fait, quand il étudie, on mesure d'un côté dans une direction du côté d'Alice et d'une autre dans le côté de Bob, entre en conflit avec celle de la mécanique quantique. Nous ne pouvons donc pas considérer l'intervention d'un côté comme n'ayant pas une influence causale sur l'autre côté. On ne peut pas être plus clair, il est très modeste, mais on peut être plus clair pour dire qu'il a fait la plus grande découverte de l'histoire des sciences, comme disait un physicien Henri Stapp, c'est-à-dire
l'existence d'actions non locales en la nature. Malheureusement, la majorité des physiciens continuent à voir le résultat de Bell comme un argument de plus contre l'existence des variables cachées, et donc ils n'ont pas de, ils n'apprécient pas l'importance, le caractère révolutionnaire du théorème de Bell, et évidemment des expériences qui ont vérifié qui ont vérifié les prédictions quantiques, Ok. lesquelles ça va. Ouais, ça a coupé les quelques dernières secondes, mais donc du coup, et en fait, ce, ça, là, ce constat que tu fais sur le fait que beaucoup de physiciens ne reconnaissent pas en fait la découverte du coup de Bell et des expérimentateurs qui sont venus ensuite, donc Clauser, Aspect et Zeilinger. Ça se ressent même en fait dans le communiqué du jury du prix Nobel 2022, Oui, j'ai pas il me voulu semble. rentrer dans l'exégèse de ce communiqué. Ouais. À un moment donné, il dit qu'il montre qu'on ne peut pas introduire de variables cachées en mécanique quantique. Il ne dit pas que ça montre la non-localité. Et ça, parce que dire qu'on ne peut pas introduire de variables cachées, et comme je dis, il y a un théorème général qui le montre déjà. Hmm. Et comme les physiciens pensent que les variables cachées, c'est un gros mot, il ne faut pas l'utiliser, je sais très bien par expérience, ayant discuté des heures, des dizaines d'heures avec des collègues, qu'ils ne voient rien de spectaculaire. Enfin, ils ne voyaient rien avant le prix Nobel, ils ne voyaient rien de spectaculaire. Ou parfois, ils pensaient qu'il fallait donner le prix Nobel parce que ça réfutait les variables cachées, en particulier, ça réfutait la théorie de Broglie-Bohm dont on va parler la fois prochaine. Mais le paradoxe que les gens devraient au moins se poser, c'est pourquoi Bell, dans son livre Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics, dans tout le livre, il défend la théorie de Broglie-Bohm, qui est une théorie à variables cachées qu'on va expliquer la fois prochaine, et en même temps, il démontre son théorème. Alors, pour les gens qui croient qu'il a démontré qu'on ne pouvait pas introduire de variables cachées, il me semble qu'il y a un mystère, à moins de croire que Bell était fou, et Bell n'est évidemment pas fou. Hmm. D'accord. Pas très bien, c'est très clair, et puis ça fait une bonne transition avec la vidéo suivante qui sera consacrée OK. à la théorie de De Donc, Broglie-Bohm. on va mettre des liens, on va mettre des liens. Donc, la fois prochaine, on va discuter de la théorie de Broglie-Bohm, et puis on verra, on essaiera de répondre à des objections, etc. Mais on va mettre des liens à des articles de moi qui qui discutent de tout ça en détail, qui donnent la preuve du théorème de Bell, qui citent tous les grands physiciens qui n'ont pas compris le théorème de Bell, comme Gell-Mann, Hawking, toutes sortes de gens très connus, Wigner. OK? Ok, très bien. Merci pour l'interview, Merci à toi. et, et à bientôt. À bientôt.